Tout le monde sait que investir en bourse, ça comporte des risques. Ok, je ne vous apprends rien. Mais est-ce que vous avez vraiment conscience des 6 risques majeurs qu'il y a en bourse? Je ne l'ai pas appris sur YouTube, ça n'existe pas. Je ne l'ai pas appris dans des livres, ça non plus, j'en ai jamais entendu parler. Je l'ai appris durant ma certification AMF. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 6 risques en bourse, et comme ça vous permettra de ne pas faire d'erreurs bêtes. Donc le premier risque est le risque de contrepartie, c'est-à-dire que c'est un risque qui est lié à l'insolvabilité de la partie avec laquelle vous avez contracté, donc ça peut être un courtier, une banque ou tout autre intermédiaire financier. Et pour vous donner un exemple, vous confiez votre argent à un courtier pour qu'il l'investisse en bourse, sauf que ce courtier a un problème, donc ça peut être un crash informatique ou une fraude, et vous perdez l'accès à vos fonds. Donc, dans cette situation, eh bien, il y a ce qu'on appelle le fonds de garantie des dépôts et des titres. Donc, quand vous ouvrez un compte en bourse, eh bien, vous faites appel à un courtier qui va vous ouvrir un compte de courtage pour qu'il l'investisse en bourse et qui va garder vos actions, et un compte de dépôt, donc c'est comme un compte bancaire, où vous allez verser votre argent d'un compte bancaire à un autre compte bancaire. Bon. Et ce fonds de garantie va vous garantir, va vous indemniser si il a un problème comme ça, de 100 000 euros sur votre compte bancaire et de 70 000 euros sur vos comptes titres en bourse. Bon. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que sur Internet, on entend tout le temps dire il faut diversifier vos actifs, etc. Oui, mais je n'entends jamais dire qu'il faut diversifier vos courtiers. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez ce genre de montant, eh bien, vous devez être conscient que c'est un risque si vous avez plus d'argent. Parce que si un jour le courtier a un problème, donc bien sûr que ce risque est très faible, mais il n'est pas nul non plus, eh bien, autant avoir plusieurs courtiers, comme ça, vous ne perdez pas tout votre patrimoine en bourse. Le second risque est le risque opérationnel, c'est-à-dire que c'est un risque qui est lié à des erreurs humaines, des pannes techniques ou des défaillances dans des processus internes d'une entreprise de courtage. Donc par exemple, vous allez avoir un bug informatique qui va toucher une plateforme de courtage et vous serez dans l'impossibilité de passer des ordres pendant plusieurs jours. Donc pour vous donner un exemple plus concret, durant l'affaire GameStop, donc il y a quelques années, nous avions le courtier Robinhood qui pendant quelques jours avait bloqué le fait de ne plus pouvoir acheter des actions GameStop et qui, certains investisseurs avaient acheté GameStop et avaient réussi à faire une très bonne plus-value. Et durant ce temps-là où on ne pouvait plus vendre, eh bien, l'action a dégringolé et du coup, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont soit perdu leur plus-value, soit même perdu de l'argent. Donc tout ça pour dire que c'est important donc de diversifier vos courtiers parce que si quelque chose se passe comme ça, eh bien vous ne vous retrouvez pas dans cette situation. Et donc le troisième risque, c'est le risque de marché, c'est-à-dire la possibilité de subir une moins-value liée à une évaluation défavorable du prix d'un actif. Et il existe 3 causes. La première cause est un risque de taux d'intérêt, donc ça c'est seulement pour les obligations. Donc ça veut dire que s'il y a une variation du taux d'intérêt, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien de façon proportionnellement inverse, le prix de l'obligation va soit monter, soit baisser. La deuxième cause est un risque de change, c'est-à-dire que vous pouvez acheter par exemple une super entreprise avec une devise qui est étrangère donc à l'euro, donc par exemple une entreprise turque, mais vous allez avoir la parité de la devise entre la lire turque et l'euro qui va s'effondrer. Donc par exemple, vous achetez une action d'entreprise turque qui fait plus 30%, donc c'est bien, mais durant ce temps, eh bien, vous allez avoir la parité qui va baisser de 50%. Donc au final, vous vous rendez compte que 30 moins 50, ça fait moins 20, et donc à partir de là, vous avez perdu de l'argent. Pas parce que l'entreprise est mauvaise, mais parce que la parité de la devise n'a pas été bonne dans ce moment-là. Et la troisième cause, c'est la volatilité. Donc c'est l'ampleur des variations au cours du cours d'un instrument financier. Et donc c'est dû à 2 choses. Donc soit c'est des annonces qui sont rationnelles, donc c'est la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle d'un résultat trimestriel financier. Donc là, ça s'appuie sur des données comptables solides. Ou soit c'est complètement irrationnel. Donc soit ce sont de la volatilité liée donc à des effets de mode ou à des paniques. Donc par exemple, quand il y a eu l'affaire GameStop, où l'action
n'avait aucune solidité financière et pourtant elle a pris des milliers et des milliers de pourcents juste parce qu'à ce moment-là, il y avait un effet de mode. Et donc à partir de là, cette volatilité est complètement irrationnelle et c'est sur quoi je ne vous invite pas à investir. Le quatrième risque est le risque de liquidité, c'est-à-dire c'est un risque de ne pas pouvoir vendre ou acheter un actif rapidement et au prix du marché. Donc pour vous donner un exemple, vous investissez dans des actions d'une petite entreprise peu connue et lorsque vous souhaitez vendre vos titres, eh bien vous constatez qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs. Donc dans ce cas, vous êtes obligé de soit vendre avec un prix qui est bien inférieur à celui que vous espériez, soit d'attendre. C'est ça le risque de illiquidité. Et donc pour vous donner un comparatif, on considère un actif qui est liquide à partir du moment où il y a un nombre d'actions en circulation flottant supérieur à 500 millions d'euros. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si vous investissez sur une capitalisation supérieure à 10 milliards de dollars, eh bien dans 99% des cas, vous serez en face d'une entreprise liquide. Je dis 99 parce que il se peut que vous ayez par exemple une entreprise qui a une action qui est très très chère, comme par exemple Berkshire Hathaway, où son action vaut presque 600 000 dollars, eh bien sûr que c'est une action qui est beaucoup moins liquide qu'une action Apple par exemple avec 200 dollars. Le cinquième risque est le risque de crédit, c'est-à-dire un risque qu'un emprunteur, donc ça peut être une entreprise ou un État, ne soit pas en mesure de rembourser sa dette. Donc pour vous donner un exemple, vous achetez des obligations d'une entreprise, sauf que cette entreprise fait faillite et vous ne récupérez pas votre argent. Donc pour vous donner un exemple plus concret, j'avais une amie qui a acheté des obligations à haut rendement d'une entreprise, donc quand je dis haut rendement, c'est-à-dire des obligations à entre 13 et 14% par an, donc c'est énorme, hein. Et ça n'a pas loupé, c'est-à-dire qu'elle a investi sur ça, au début elle a gagné un petit peu d'argent, mais du jour au lendemain elle a appris que ces deux entreprises, même si c'était deux entreprises, ont fait faillite, et voilà, elle n'a pas eu le remboursement de son emprunt, et en plus elle a perdu la totalité de son emprunt. Donc tout ça pour dire que voici un exemple du risque de crédit. Et le sixième et dernier risque est le risque spécifique lié au placement atypique. Donc, quand je parle de placement atypique, je parle des crypto-monnaies, des matières premières, voire de certains produits structurés. Et donc là, nous sommes simplement sur de la spéculation, donc en comparaison avec l'investissement, la spéculation ne repose sur aucun fondamental. Donc oui, vous pouvez gagner beaucoup sur de la spéculation, mais vous pouvez perdre tout votre capital. Et c'est ce qui arrive plutôt en général aux investisseurs particuliers. Donc si vous êtes un investisseur particulier, je vous en prie, il vaut mieux rester sur des placements typiques, donc des actions, des obligations et des ETF. Et c'est pas parce que vous restez sur des placements typiques que vous ne pouvez pas faire de bons rendements avec très peu de risques. Et c'est personnellement ce que j'arrive à faire parce que j'investis seulement sur des actions et j'arrive à avoir plus de 20% par an en investissant seulement une fois par mois depuis 2021 parce que je fais une analyse de plus de 1600 entreprises chaque année et je n'investis seulement que dans les meilleures, dans la crème de la crème. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ma façon d'investir, je vous invite à regarder ma masterclass où je vous explique les 3 grands facteurs. C'est le premier lien en description. À de suite.